Imaginez que vous fassiez un accident qui vous fait perdre l'usage de vos membres. On appelle cela de la tétraplégie. Ce sont des scènes que l'on voit souvent à la télévision ou même pour certains dans le cadre de leur travail dans des hôpitaux. Et ce sont des scènes très dures parce que vous vous doutez bien que du jour au lendemain, on peut voir une vie totalement basculer. Dans l'interview d'aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Louise. Louise est une dame entrepreneur qui a été tétraplégique à un moment donné dans sa vie parce qu'elle a connu un accident dans sa jeunesse qui lui a fait perdre ses 4 membres. Alors que tout le monde lui prédestinait un fauteuil roulant pour toute sa vie, elle a décidé de se battre pour retrouver l'usage de ses mains et de ses pieds. Dans cette interview très touchante, elle nous raconte ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle a fait pour se relever d'une telle épreuve? Et comment est-ce qu'une telle épreuve lui a permis de devenir justement une dame aujourd'hui qui est entrepreneur et qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien du tout. C'est une des interviews les plus touchantes que j'ai faites parce que s'il est vrai que j'ai connu des gens qui ont eu des success stories, des gens qui sont devenus multimilliardaires, je n'ai pas connu beaucoup de personnes qui ont été aussi proches de tout perdre et qui pourtant ont pu se relever et devenir des personnes qui sont fortement inspirantes aujourd'hui. Je pense que cette vidéo va avoir beaucoup d'impact parce qu'elle va toucher beaucoup de personnes. Donc, je vous invite à prendre le temps de l'écouter du début jusqu'à la fin. C'est très rapide. Vous n'allez pas voir le temps passer. Et je pense qu'au sortir de là, comme je dis dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'on n'a vraiment pas beaucoup de raisons de nous plaindre dans la vie. Parce que quand je vois les raisons pour lesquelles certaines personnes se plaignent dans la vie et quand on écoute des histoires comme celle de Louise, on se dit, en fait, je suis très chanceux d'avoir ce que j'ai déjà. Et moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en l'écoutant. Et j'espère que cette interview va vous redonner de la motivation, du peps, à vous rendre compte aussi de ce que, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu des difficultés plus grandes et qui s'en sont sortis. Ne baissez jamais les bras et Louise, au travers de son histoire, va nous le rappeler aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances afin que tu saches si tu es ou pas une passoire. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former et gagner un peu plus d'argent, rendez-vous sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai créées, prêtes à l'emploi. Et puis enfin, pour ceux qui veulent venir se former en présentiel avec moi, rendez-vous sur le site internet investiraupays.com, cette fois-là onglet conférence. Vous allez y trouver plein de dates. Je tiens à préciser que la conférence qui avait lieu initialement à Francfort va être basculée à Stuttgart. Donc, tous les amis qui sont en Allemagne, on n'ira plus à Francfort parce que Francfort a basculé comme zone rouge à cause du Covid. Donc, on ne peut plus se réunir dans cette ville-là pour faire notre formation. On bascule plutôt à Stuttgart, ce qui arrange d'ailleurs normalement beaucoup de personnes parce qu'on a beaucoup de personnes de la communauté qui sont autour de Stuttgart. Donc, rendez-vous à Stuttgart ce samedi pour notre journée de formation autour du business. Je ne vous en dis pas plus, allons rejoindre Louise. C'est parti. Bonjour Louise. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview devant la caméra. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Louise Sarr, je suis sénégalaise, je suis entrepreneur. J'ai créé une entreprise de transport ici en France Ok. et depuis 2012. Depuis 2012? Oui. Ok, d'accord, très bien. Mais toi, tu viens du Sénégal, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé en France à quel moment déjà et qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Je suis arrivée en France en 2002. Ouais, Au départ, je travaillais à l'ambassade de France. Je me suis mariée en 2000 ok. et en 2002, je suis tombée enceinte. Et au moment de l'accouchement, je suis arrivée en France et depuis, je suis restée. D'accord, très bien. Alors, je veux juste qu'on parle un tout petit peu de ton parcours, parce que toi, tu as vécu des choses vraiment très difficiles et je pense que ton parcours va inspirer énormément de personnes. Donc, tu nais au Sénégal, Ça. tu grandis au Sénégal jusqu'au moment où tu viens en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance déjà au Sénégal? Comment ça se passait? Quels souvenirs tu en gardes?
Donc, moi, je suis née à Kaolack, mais j'ai grandi à Dakar, dans un quartier populaire qui s'appelle Grand Yoff. Mais j'étais à l'école, dans une grande école, ça s'appelle l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, OK. c'est en ville. Mais je suis née dans une famille de 9 enfants, donc on n'était que 2 à être dans cette école-là. OK. Mais il y avait un grand contraste entre le quartier là où je vivais et l'école où j'allais. Parce que dans l'école où j'allais, il y avait beaucoup d'enfants de ministres, de parents aisés, alors que nous, on était une famille... D'accord, mais comment tes parents font pour t'envoyer dans cette école prestigieuse alors? En fait, ma mère était prof de couture OK. dans cette école. Ah, Voilà, d'accord. elle était prof de couture et je crois que c'est grâce à son poste que nous, on ne payait pas la scolarité. Elle a réussi à en caser 2, moi et ma petite sœur qui est médecin aujourd'hui. Ah oui, d'accord. OK, Mais donc, les autres, ils sont restés en école publique. à l'école publique. OK, d'accord. Et donc, de ce parcours-là, finalement, dans une bonne école, j'imagine que tu as fait toute ta scolarité là-bas jusqu'à ton bac, c'est ça? Jusqu'en première, après je suis allée passer mon bac à Thiès parce qu'il fallait que je reste avec ma grande sœur qui avait un poste à la station Total à Thiès. Elle avait été mutée et il fallait que je la rejoigne pour rester avec elle en fait. On ne voulait pas la laisser toute seule. Donc je D'accord. suis allée passer ma classe de première et de terminale à Saint-Gabriel. D'accord. Et c'est là-bas que tu as eu, OK, donc tu as eu ton bac. J'ai eu mon bac à Saint-Gabriel. Très bien. Donc, du coup, ben, OK, j'imagine. Et de là, donc, de ce bac-là, comment ça se passe par la suite? C'est quoi? Parce que du coup, de ton bac, tu vas avoir un BTS de bonne mémoire. Exactement. OK. Après mon bac, ayant vu le parcours de mes frères et sœurs, au départ, je voulais faire médecine. Mais comme j'étais 4e de la famille et rien ne se décantait, j'ai choisi de faire un BTS. C'était à Jeanne d'Arc en plus. Arrivé à Jeanne d'Arc, au post-bac, j'ai regardé toutes les filières. Il y avait marketing, transport, commerce international, ainsi de suite. Mais la filière qui me parlait le plus, c'était transport. Parce que j'étais à l'aise en mathématiques, en fait. Donc, je voyais que c'est là où il y avait plus de calculs. Et tout de suite, j'ai choisi BTS Transport Logistique. D'accord. OK. Voilà. Et donc, du coup, Mais, oui, OK. sauf que quand quand j'allais chercher les informations, je savais qu'on n'avait pas les moyens de payer le BTS. Oui, parce que c'est pas gratuit, un BTS. C'était pas C'est pas la fac, gratuit. ouais. C'était 100 000 francs au temps. C'était en 96. C'était 100 000 francs par mois. Donc, ah ouais, 100 000 francs par mois. Ça Et fait ma 150 mère, euros hein, pour la conversion. OK. elle avait une pension de 80 000. Et j'étais sûre que ça n'allait pas passer. Je suis allée voir la directrice qui m'a dit qu'il n'y avait pas moyen de faire un crédit. Donc la seule solution, c'est de retourner voir ma mère pour qu'on trouve une solution. Et la solution, c'était de parler avec mes frères et sœurs, qu'ils acceptent de prendre les 80 000 de la pension et qu'ils l'investissent dans mes études. Donc ça a fait un débat. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais bon, là derrière, je leur avais promis que ça ne durait que 2 ans. Et que certains me disaient, mais tu t'entends parler 80 000, tu vas prendre toute la pension pour payer ta scolarité. Et comment on va faire? Et du coup, j'ai réussi à les convaincre parce que je leur ai dit que je vais faire mettre le paquet et qu'au bout de 2 ans, que je vais commencer à travailler, comme je vais commencer à changer la situation de la famille. Ah ouais, donc en fait, la famille a décidé d'investir sur toi, quoi. Exactement. Tu es la 4e, donc tu as grand frère et grande soeur. Tu as combien de grands frères et grandes sœurs? Tu en as 3. Mais garçon-fille, ça se passe comment? J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. D'accord. Et tous les 3 n'avaient pas réussi à l'école. Ah oui. Donc, je me suis dit que si moi je vais à l'université, j'avais peur que ça fasse la même chose. Oui. Donc, ma grande sœur, elle avait fait droit, elle avait cartouché 2 fois. Je ne sais pas si c'est bien de le dire d'ailleurs, mais Adrienne, voilà, je te vilipende. Donc, elle avait fait 2 fois le droit, elle n'avait pas réussi. Mon frère, il avait du mal à avoir le bac. C'est pas un drame hein, d'avoir fait 2 fois ou 3 fois.
Donc, mon frère, après être inscrite 2 fois à l'université, elle est allée passer, elle est courageuse quand même, parce qu'elle est allée passer le concours pour être pompiste à Total. Elle a réussi. Et c'est Ok, elle c'est qu'on a elle que tu es mutée, allé voilà, rejoindre exactement. pour ta Voilà. terminale. Ok. Donc, elle avait déjà quand même un salaire dans Elle la avait un famille. petit Petit salaire de salaire 60 000 à l'époque, oui. à l'époque, voilà. Mais aujourd'hui, c'est une grande dame, hein. Elle est gérante de sa propre station, donc Ah ouais. bravo à Waouh. Adrienne. C'est très bien ça. Donc, partie de pompiste, aujourd'hui, elle gère sa Tout propre à station. fait, ouais, Très exactement. beau parcours. Ce serait bien de Voilà. l'interviewer un jour aussi. Ouais. Et mon grand frère, c'est pareil. Il n'avait pas son bac et ça a commencé à me faire flipper. Et ma sœur, ma grande sœur Marie-Pierre, c'était pareil aussi. Donc, j'étais la 4e, j'ai fait mon calcul, j'ai fait le tour, j'ai dit non, il faut que je fasse un BTS. Parce qu'au bout de 2 ans, on pouvait travailler et commencer à gagner un salaire. Oui. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais un niveau scolaire, j'étais à l'aise à l'école. Et au BTS, quand je suis arrivée, connaissant notre situation, j'avais parlé avec la directrice qui m'avait dit de toutes les façons dans le BTS, quand on est première de la promotion, c'est l'école qui te cherche du boulot. Ah, ok. Donc, tu avais quand même une sorte de garantie Par rapport à que mes frères et sœurs, ouais. si tu te débrouilles bien, tu peux avoir tout de suite un boulot. Ok. Exactement. Donc, au bout Mais du... ça, c'est énorme quand même. Donc, toute la famille a Toute la misé, toutes famille, les économies. tout le monde, Waouh. 80 000, c'était en dessous. Mais Et comment vous avez complété les 20 000 mais justement? l'école acceptait justement de faire un crédit des 20 000 jusqu'à ce que je travaille. Ah, ok. Mais on n'en est même pas arrivé à là parce qu'entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un, un ami, qui a pris ma 2e année carrément. Celui qui était mon tuteur au stage, Oui. un Marocain, qui connaissait la situation de la famille, a demandé à ma mère s'il pouvait payer toute l'année scolaire, toute la 2e année. Waouh. Ça c'était un petit miracle. Ah oui, ah oui, ah oui, forcément. Ouais, Donc, du coup, ta famille a vécu comme ça pendant une année. c'est ça. Et derrière, tu as eu quelqu'un que tu as rencontré en stage, si je comprends bien, et qui a eu la bienveillance de se proposer de payer toute ta 2e année. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et donc, finalement, tu étais première du BTS. Comment ça s'est Non passé? seulement j'étais première de ma promotion, mais à la 2e année, au mois de février, j'ai fait un grave accident. Ouais. Un très, très grave accident. Un jour de février, je sortais de l'école. Je prenais le bus pour rentrer chez moi. Et en traversant, il y a un taxi qui m'a renversée. Et bon, quand je parle de ça, je suis un peu émue. Bah, j'imagine, Parce ouais. que c'est des moments que j'ai vécu, des moments très durs. Sachant l'engagement que j'ai pris par rapport à ma famille, je me dis, c'est pas le moment. Donc, mais bon, ils n'ont pas eu ce regard d'échec quand j'ai eu l'accident. Ils étaient vraiment là. Mais quand je te dis accident, c'est une tétraplégie derrière, hein. J'avais une luxation de 2 rachis C4, C5 qui m'ont paralysée complètement. Des 4 membres paralysés. Et je suis restée un bon moment à l'hôpital. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné la force, c'est après l'accident, j'ai entendu ma mère, parce que j'étais presque dans le coma, hein, j'ai entendu ma mère dire au médecin, on s'en fout de 80 000, parce que pour passer la radio, quand les pompiers t'amènent à l'hôpital, pour passer la radio, il fallait payer tout de suite les 80 000. Donc ma mère, et après ça, et puis ils l'ont appris à la radio, hein, qu'une fille de Jeanne d'Arc a fait un accident, ils sont venus tous, et on m'a mis à l'écart. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Le temps que je paye les 80 000. C'était pas facile pour ma mère de payer les 80 Non, 000. mais c'est ça, oui, c'est ça la réalité des systèmes. Et ça n'a pas changé, hein. Les gens Non. meurent dans les hôpitaux jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas 50 euros, 100 euros. Parce que 80 000, ça fait quoi? 120 euros. 120 euros, voilà. 120 euros pour une radio. Et ils t'ont mis de côté, quoi. Tu Ils viens m'ont de mis faire un accident. Ouais. Et j'ai entendu sur le lit où j'étais, ma mère dit, on s'en fout des 80 000, passez-lui la radio, même s'il faut aller voler ça, je vais le voler. Passez-lui la radio. Et c'est là, ils m'ont pris en charge, ils m'ont opéré, ils m'ont fait une traction sur la tête pour tirer le nerf. Ils m'ont opéré en fait, hein. Ils m'ont pris des os ici pour le remplacer, un truc comme ça, mais c'était quand même assez grave. Et tu ressors de là, du moins pendant la période de convalescence, tétraplégique. Ouais.
Et je ne savais pas c'était quoi la tétraplégie. Hein. Parce que quand tu sors de l'opération, tu es allongé sur ton lit, sur le lit d'hôpital. Et là, un jour, le médecin est venu, ils m'ont dit, tu es tétraplégique. Je ne connaissais pas ce mot. Et ils m'ont dit, on va essayer de te lever. Effectivement, j'avais les membres complètement, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'est le gaz ou le truc. Et ils m'ont dit, aujourd'hui, on va te lever. Et quand ils m'ont levé, c'est là où j'ai vu c'était quoi la tétraplégie. Parce que tous mes membres étaient flasques. Et j'ai posé la question aux médecins qui m'ont aidé à me lever. Est-ce que je vais remarcher un jour? Ils m'ont dit, on n'est pas sûr, mais peut-être oui, peut-être non. Et je lui ai dit, comment il faut faire pour remarcher? Ils m'ont dit, il faut des séances de kiné. J'ai dit, est-ce que je peux commencer maintenant? Bon, ils ont rigolé, mais moi, je ne rigolais pas. Dans ma tête, tout de suite, j'avais commencé mes séances de kinésithérapie. Et le lendemain, dans la salle de séance de kiné, et là, le kinésithérapeute a vu que je voulais vraiment m'en sortir. Parce que pour moi, ce n'était pas possible que je reste handicapée. C'était impossible. C'était juste impossible. Et j'ai fait 127 séances de kinésie. 127 séances. Et il fallait repartir à l'école. J'ai réappris à écrire parce que tous les membres, j'ai réappris à écrire. Et en août, il y avait un examen. Au mois de juillet, il y avait un examen. Ça, c'était au mois de février. Je suis repartie sur un fauteuil roulant au mois d'avril à l'école, après les fêtes de Pâques. Sur un fauteuil roulant parce que moi, j'ai perdu déjà 3 mois, février, mars, avril. J'ai perdu des jours de cours. Mes cours me venaient. J'avais une meilleure amie qui me ramenait les cours à l'hôpital. Donc, il me les lisait, j'essayais de mémoriser. Mais en avril, après les fêtes de Pâques, j'ai dit, même s'il faut être un légume, il faut que j'aille à l'école. Et en plus des charges financières, ma mère m'avait abonné un taxi tous les matins qui m'amenait à l'école et qui me portait pour m'asseoir et écouter les cours. Je n'arrivais pas à écrire encore. Donc, mais j'étais là, j'écoutais les cours. J'écoutais les cours pour pouvoir me préparer à l'examen de juin-juillet. Avril, mai, juin. Toujours pas, j'écrivais pas. Hein. Mais psychologiquement, je disais, avant juillet, je vais essayer d'écrire. Je vais arriver à écrire et faire l'examen comme tout le monde. C'est un miracle. Hein. Et j'ai eu mon BTS avec mention. Avec mention. Quand je vous dis avec mention, j'ai des amis qui peuvent l'attester. J'ai eu mon BTS, malgré mes absences, malgré le fait que j'ai appris à réécrire. Après, je ne sais plus si j'étais première de la promotion, mais la directrice de l'école, Mère Paul, m'a appelée aussitôt pour me dire que je me suis engagée, je vais te trouver un travail. Et il m'a trouvé un travail à l'ambassade de France qui n'avait rien à voir avec le BTS transport que j'ai eu. Parce qu'au niveau calcul salaire, là-bas, j'avais plus d'avantages. Le salaire était plus intéressant. Et elle a pensé à moi. Je n'ai même pas passé d'entretien, rien. Tout de suite, c'est Louise qui va occuper ce poste. C'est incroyable. C'est là où j'ai démarré ma vie professionnelle. C'est incroyable. Incroyable. 127 séances. Moi, je ne m'y connais pas du tout en termes de séances. Mais en fait, c'est énormément de mois, en fait. C'est énorme. C'est matin et soir, matin et soir. Matin et soir. Et le docteur qui me suivait autant, qui m'avait opéré, au bout de 2 mois, il m'a vu, il m'a dit non, c'est un miracle. C'est pas toi. De la tétraplégie à l'hémiplégie, il s'est passé peut-être 2 mois. C'est quoi l'hémiplégie? L'hémiplégie, c'est la moitié. La tétraplégie, c'est les 4 membres. Et là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une hémiparésie. Une hémiparésie, c'est-à-dire que j'ai une insuffisance musculaire de la main gauche et de la jambe gauche. Quand je suis arrivée en France, je devais continuer mes séances de kiné, mais j'en avais marre. Et j'ai arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore... Ça veut dire que c'est une main qui est moins forte que l'autre main, c'est ça? Et la jambe aussi. La jambe aussi. Ok. Et donc, du coup, tu te retrouves à l'ambassade de France. J'imagine tout le monde, partout où tu passais, les gens étaient informés de ton histoire.
Non, Ou tu n'en en parlais pas fait, du tout? non, j'en parlais pas. Je suis arrivée, je savais que j'avais déjà l'hémiparésie. Et justement, tu as fait 2 mois pour devenir hémiplégique, c'est ça, hein? Oui, Et après les ensuite, séances, j'ai repris quelques forces de la main droite et de la jambe gauche, mais j'étais restée quand même sur fauteuil pendant longtemps. Même au BTS, je suis allée en fauteuil roulant. tu n'as jamais douté que tu ne marcherais plus? Non. Dans ma tête, il fallait que je marche. Je ne pouvais pas être subordonnée des autres. Il fallait que je marche. Et je me suis bataillée mentalement et physiquement pour, même s'il fallait avoir une béquille, il fallait que je marche. Ou même 2 béquilles, mais il fallait que je marche. Et que je sois dépendante. Ok. Donc du coup, de là, tu as ton BTS, tu as ce boulot à l'ambassade de France. Et là, tu vas travailler là-bas combien de temps à peu près? En fait, l'ambassade, c'était en janvier 2000. C'était au moment de la... Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà récupéré tes membres? Non, je traînais la jambe gauche. Et ce qui était bizarre, c'est qu'à l'ambassade, je n'ai pas passé d'entretien. Ils m'ont pris d'office. Je n'ai pas passé d'entretien. J'étais au service financier de l'ambassade de France. Pas d'entretien. Je suis arrivée, j'avais mon bureau. Je connaissais mon salaire. J'ai commencé à travailler. C'était un poste administratif au service financier. Et en janvier, ils ont fait la fusion entre le SCAC, service de coopération civile de l'ambassade, et le service de l'ambassade. Donc, ils avaient besoin de personnel local. Et c'est là où j'ai eu mon poste administratif. Ok. Et donc là, tu te retrouves à l'ambassade et tu vas bosser là-bas un certain nombre de temps avant de partir en Europe, c'est ça? C'est ça. J'ai bossé 2 ans. Même là-bas, il s'est passé de ces choses. Quand il a fallu que je vienne en France, il fallait que je démissionne. Il s'est passé un truc extraordinaire. Mon chef à l'époque, je lui ai dit que j'allais partir. Il m'a dit qu'il fallait que je lui cherche une personne comme moi, qui sache travailler, correct. Et comme je devais partir et que ma situation commençait à s'améliorer, il ne fallait pas que j'abandonne un poste. J'ai pensé à ma sœur, que j'avais inscrite au BTS. Je m'étais engagée à lui payer sa scolarité. Oui, forcément, maintenant que tu étais dans Ouais. une situation... Et quand mon chef m'a demandé de lui trouver une personne qui va me remplacer, je ne pouvais pas lui dire tout de suite, je te présente ma sœur. Oui. Je lui dis, je vais faire une liste de 10 candidats, dont ma sœur. Il m'a dit, OK. Non, il m'a dit, je ne peux pas prendre ta sœur directement. Il faudra que tu me présentes d'autres personnes. Donc, j'ai fait une liste de 10 personnes qui sont venues passer les tests. Donc, ma sœur, je l'entraînais à faire les traitements de texte parce qu'elle était en 2e année de BTS agroalimentaire. Mais je voulais qu'elle ait ce poste-là pour prendre la relève. Oui. Donc, tous les jours, j'avais ramené un ordinateur à la maison pour qu'elle s'entraîne sur les tests. Parce que ce n'était pas moi qui devais passer les tests, c'était mes chefs. Donc, après quand ils ont passé les tests, ils étaient 10, il y avait 2 personnes qui étaient retenues. Il n'y avait pas du favoritisme, hein. Il y avait 2 personnes, dont ma sœur. Une personne qui a fait BTS comme moi à Jeanne d'Arc, qui est venue en France faire des études et qui est revenue chercher du travail à Dakar. Donc, il y avait elle qui avait de l'expérience et il y avait ma sœur qui n'avait même pas encore son BTS, elle était en 2e année. Donc, mes chefs m'ont dit, il y a 2 personnes. Maintenant, on va délibérer et on va t'appeler. Donc, pendant la délibération, je priais. J'ai dit, j'espère que ce sera ma sœur. Mais même si ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas grave. Au moins, elle est arrivée jusqu'au deuxième round. round. Et là, ils m'ont appelé. Les postes téléphoniques de l'ambassade. Allô, Louise, tu peux venir au bureau? Boum. Devine quoi? C'est ma sœur qui a été retenue. Ça, c'est le 2e miracle. Au même moment, ils avaient besoin d'un chauffeur. Mon frère dont je t'ai parlé qui n'avait pas le bac, c'est lui que j'ai ramené en tant que chauffeur. Pendant quelques semaines, pendant que je formais ma sœur, on était 3 dans le même service. De même mère et de même père. Donc ça veut dire que là, je pouvais partir tranquille. Ouais, financièrement. J'avais trouvé 2 postes avec des salaires assez corrects pour mon frère et ma sœur. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais j'imagine que quand tu as commencé à bosser,
tu avais forcément à cœur d'aider aussi ta famille, puisqu'ils s'étaient sacrifiés un peu pour toi. En retour, donc, tu avais dit que tu avais pris la scolarité de ta sœur. C'était ça, hein? C'était ta manière à Mais toi tout mon salaire était voué à la famille. C'est pas C'est pas une partie. aider, ton salaire, c'est pour la famille. C'est pas, voilà. Ouais. Il fallait rendre la monnaie. Il fallait rendre la monnaie. Ce qui est normal, ouais. Ce qui est normal et que je ne regrette pas parce que grâce à eux, je Bien suis sûr. devenue ce que je suis devenue Et aujourd'hui. donc, tu arrives en France. La situation au Sénégal est plutôt... ça va. Et tu arrives enceinte. Mais qu'est-ce qui fait que, tu arrives en 2000, combien? Deux. 2002. Et tu as lancé ta boîte en combien? 2012. 2012. Qu'est-ce qui fait que tu as pris 10 ans à créer une société? 10 ans. Parce que quand on arrive, c'est plus le même contexte. On a les enfants, on veut les éduquer. Dans ma tête, j'avais cette envie d'entreprendre, mais la priorité était pour les enfants. Ma fille m'est témoin. Je suis restée 10 ans à éduquer mes enfants. 10 ans. 10 ans à éduquer les enfants. 10 ans. À faire des petits boulots d'intérim. Bon, je n'avais pas un besoin financier. Oui. Donc, mais ma priorité, c'était d'abord les enfants, les éduquer. Et après, quand mon aîné a eu 10 ans, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la création d'entreprise. Et pourquoi tu n'as pas pensé à aller bosser dans une entreprise comme tout le monde, chercher un CDI? Parce que, en fait, j'ai travaillé, hein, j'ai fait des petits boulots, mais je vois que comparé à mes enfants, les frais de nounou, j'ai préféré rester chez moi à les éduquer. D'accord. C'est juste un choix. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une nounou qui on va dire, qui maltraitait mon fils. Et ça m'a marqué. J'ai tout abandonné. Je suis restée... D'accord, ok. Donc il y a eu cette expérience-là. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe donc quand tu décides de lancer ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu décides de lancer une société dans le transport? Là, tu reviens à tes amours de BTS. Exactement. En fait, je voulais faire du transport. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait une formation. Comme j'avais fait assistante de direction à l'ambassade, quand je suis arrivée, ils m'ont proposé une formation assistante de direction administrative et commerciale à l'IFOCOP. J'ai eu ce diplôme, l'équivalent d'un bac plus 2 toujours, bac plus 3 peut-être. Mais après, j'ai commencé à travailler chez BT France. Mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. J'ai arrêté, j'ai démissionné. Après ça, j'ai eu ma deuxième fille, mon deuxième enfant. Depuis 2006, j'ai décidé de ne plus travailler. Mais en 2010, j'ai dit, bon, comme l'aîné a 10 ans, à 8 ans, il faut que je prépare mon avenir. J'avais envie de créer quelque chose, mais dans le domaine du transport. Pour retourner dans le domaine du transport, il a fallu que j'aille faire des formations. Donc, j'ai trouvé une formation de logistique, commerce international, qui m'a permis de rafraîchir mes connaissances en transport. Après cette licence, je suis allée m'inscrire encore en master. Master 2 à l'ISTELI de Paris, dans le 10e. En fait, tu es repartie à l'école? Je suis repartie à l'école pendant 2 ans. Et j'ai créé d'abord l'entreprise en 2012. Et pendant l'année où je devais me faire de la clientèle, j'ai préféré m'inscrire en maîtrise. En bac plus 5 à l'ISTELI de Paris. Ce qui s'est bien passé, j'ai eu mon master. Et c'est pendant mon stage, j'ai fait mon stage ici à La Défense, à Areva. C'est là où j'ai commencé, parce qu'après le stage, je consacrais du temps à mon entreprise. J'ai commencé à prospecter des clients. Et après le stage, j'ai dit stop. Là, il faut que je me concentre sur mon entreprise, Luis Transport. Et en 2013, depuis 2013, je suis à fond. Alors, très bien. Aujourd'hui, vous faites quoi dans ta structure? C'est une structure de transport, mais en fait, vous faites quoi? C'est quoi le cœur de votre métier? Le cœur du métier, je suis commissionnaire de transport. Comme Bolloré, hein. J'aime bien dire, je suis un des concurrents de Bolloré, du groupe Bolloré. Et en fait, on est transitaire. On envoie des conteneurs, on envoie des véhicules et on envoie des colis en maritime comme en aérien. D'accord. Et après le Covid, après le confinement de février, je me suis lancée à d'autres activités.
c'est les travaux publics. J'ai commencé à acheter des bennes. Ici en France? Ici en France, parce que voilà, le Covid a fait beaucoup de mal. Hein. Donc là, je me suis dit, au lieu de mettre tous les œufs dans le même panier, Il faut se diversifier. Ouais. j'ai essayé de me diversifier. Donc j'ai acheté 2 tracteurs et 2 bennes qui font du travaux public. Comme ça, pendant le Grand Paris, c'est sûr que ça va reprendre un jour, que je puisse Avoir de l'activité par tout à rapport fait à garder de ça. l'activité. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, toi, en fait, si je comprends bien, tu dis que tu expédies, mais tu expédies plus vers une destination, un pays, ou tu expédies partout? Et qu'est-ce que tu expédies? Si moi, je veux envoyer de la marchandise, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, est-ce que toi, tu fais ça? Tout à fait. Moi, en fait, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis spécialisée vers l'Afrique. Donc, de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud. L'Afrique de l'Ouest, surtout de façon plus précise. Donc, je fais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, euh, tous les pays de l'Afrique de l'Est. D'accord, ok. Surtout en conteneur complet. Aujourd'hui, en groupage sur le maritime, je fais plus le Sénégal que les autres pays. Pour faire les autres pays, il faut que ça soit un conteneur complet. D'accord, ok. Et j'imagine que tu aimes ce que tu fais, ça fait quelques années maintenant. Ah ouais, ça, c'est une passion, le transport. Et ça fait quelques années que tu t'es lancé, donc ça marche plutôt bien. Depuis 2012, ouais. Tu es satisfaite de tes résultats? Le résultat peut mieux faire. Peut mieux faire parce que la communauté africaine, c'est pas facile. Hein. Oui, parce que du coup, C'est c'est beaucoup de clients sont des clients de la communauté. c'est ça. Et c'est quoi les difficultés que tu rencontres? C'est au niveau du règlement. Ah, C'est au niveau du règlement. Ils ont du mal à régler intégralement. Il y a des dettes, il y a des ardoises qui, au final, quand ça se cumule, ça fait des sommes. ça fait beaucoup. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? Des gens qui te confient leur marchandise, ils te font une avance, tu expédies et ils ne viennent pas terminer le... Exactement. Mais il n'y a pas un moyen de bloquer le dédouanement de l'autre côté si tu n'as pas reçu tout l'argent? En fait, en maritime, c'est très compliqué parce que je vais prendre deux cas de conteneurs. Je vais prendre 2 cas, des conteneurs que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, le client, il n'a pas retiré ses conteneurs. Et quand ce n'est pas retiré, la compagnie considère que la dette est due par Luis Transport. Ils ne connaissent pas le client final. Donc, le fait que le conteneur reste là-bas des mois et des mois, c'est une facture qui va être envoyée à Luis Transport. Ça, c'est compliqué. Ah oui. Ça, c'est côté conteneur. Côté groupage, le problème que je rencontre, c'est des clients qui envoient des colis. Arrivés là-bas, ils ne le retirent pas, faute de moyens ou faute, je ne sais pas. Mais des colis qui sont en souffrance, j'en ai... Et toi, tu payes? Tu payes sur Ah oui, Escari, oui. tu payes? C'est incroyable quand même, hein. Donc ça, c'est vraiment les difficultés que je rencontre. C'est drôle parce qu'on a fait une émission sur la chaîne récemment et justement quelqu'un parlait de ça. Hein. C'est une dame qui est en Allemagne qui avait envoyé du matériel, elle, c'est au Cameroun pour tout ce qui était médical. Et elle dit que dans ce cas-là, il y a beaucoup de médecins d'ailleurs. Et quand ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte que les frais de douane étaient apparemment élevés. Ils ont abandonné le Ils matériel abandonnent, là-bas. exactement, c'est ça. Et Mais en quand fait, quand eux, ils abandonnent, il y a quand même quelqu'un qui paye derrière. c'est le transitaire. C'est le transitaire au départ. C'est ça, c'est récemment que j'ai rencontré ce genre de problème. Hein. Avant, il y en avait beaucoup moins. Les gens, quand ils chargent, à l'arrivée... Et Ils d'ailleurs, au déchargent. Cameroun, j'ai un client qui n'a pas retiré son conteneur depuis novembre 2019. Donc, Conteneur entier. un conteneur entier. Et là, si la douane ne fait pas une vente aux enchères, la facture Ne cesse d'augmenter. ne cessera pas d'augmenter. Ouais. Ça, c'est pour ça que j'ai envie de me diversifier et faire autre chose. Et les clients qui sont mauvais payeurs comme ça représente quel pourcentage? Si tu as, voilà, si 100 clients, combien font ce genre de Ah, choses? pas beaucoup, pas beaucoup. Heureusement, parce que s'ils sont Pas nombreux, beaucoup, l'activité pas ne va beaucoup. pas. Non, pas beaucoup. Heureusement, bah, sinon j'aurais abandonné depuis longtemps. Non, non, pas beaucoup. On va dire 2%. 2%, ok, 2% de Sur, brebis 2%, galeuses. ouais. Mais deux brebis qui font mal quand même. Parce Ah, que très très mal. Très très mal. Parce que la facture, par exemple, d'Abidjan, c'est 15 000 euros 15 000 euros. par conteneur.
Et là, si je ne fais pas une proposition pour payer, elle va continuer à augmenter. Et la Et personne, ça elle est sera à où? moi, je ne sais pas, ouais, il ne répond plus. Il ne répond plus. Le client ne répond plus, du coup, à moins de prendre un billet et d'aller en Côte d'Ivoire. Mais bon, je ne sais pas ce qui a été chargé, donc je ne veux pas prendre ce risque. Oui, c'est aussi ça, parce que tu sais pas ce qu'il a mis dans la voiture, dans le conteneur. Non, non, c'est ça, c'est Mais le et comment risque. qu'est-ce que tu peux faire pour te prémunir de ça? Est-ce que tu, au départ, qu'est-ce que tu peux exiger d'eux pour faire que ce genre de situation? Parce que même s'ils te paient entièrement, s'ils ne dédouanent pas là-bas, il y a quand même le problème. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est Ce que je compliqué. peux faire, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut que, Il voilà, faut y il ne faut réfléchir. pas tomber sur des clients comme ça. Mais c'est pas écrit sur le visage de Après, quelqu'un. si c'était le Sénégal, j'aurais pris le risque d'ouvrir le conteneur, mais d'autres pays, je vais faire comment? Je vais faire quoi de la marchandise? Je ne saurais pas quoi faire avec. Ok, bon, heureusement que ce n'est que 2% Heureusement. et que ça te permet Mm. d'être quand même confronté toujours à de la difficulté. Ok, d'accord, très bien. Ici, les gens veulent, par exemple, bosser avec toi, des gens sérieux, ok, qui vont payer tout ce que tu demandes et qui vont te donner la marchandise. Comment ils font? Louise Transport, c'est où? Donc, nous, actuellement, on va déménager, on sera à Saint-Ouen bientôt. Là, actuellement, on est à Astin. Donc, on a un site internet, www.lstransport.fr. Ah oui, d'accord, ok. Je suis joignable, bon, difficilement quand même, sur mon téléphone 06 76 94 60 95. Mais toutes les informations sont sur le site, donc Ok. il suffit de taper Louise Transport sur Donc, si Google. je comprends bien, tu fais quand même du groupage aussi. C'est-à-dire que dans tes entrepôts, tu fais du groupage de conteneurs. On fait un groupage sur Dakar tous les 15 jours. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le groupage. Le groupage, simplement, ça veut dire que Louise met à disposition un conteneur et elle prend la marchandise de plusieurs personnes qui, par exemple, vous voulez envoyer un carton, ce n'est pas suffisant pour prendre un conteneur. Et bien, elle va prendre votre carton, elle va le mettre dans le conteneur, enfin sur une palette, j'imagine. C'est ça. Et elle va entasser des choses dans le conteneur jusqu'à ce qu'il soit plein. Et donc, ce conteneur-là va partir avec la marchandise de plusieurs personnes. Ce qui est différent du fait de faire le conteneur plein, c'est-à-dire la personne par exemple qui va envoyer une ou deux voitures, elle charge les voitures dans le conteneur et elle fait une expédition pour elle toute seule. Donc toi tu fais les deux, mais j'imagine que tu privilégies et que tu préfères les expéditions Complet. complètes. C'est Ouais, ça, bien sûr. exactement. Je préfère les conteneurs complets. Mais sur Dakar, on est quand même régulier. Avant, on était à un conteneur par mois. Et après le Covid, là, on a réduit. On est à un conteneur. Non, avant, on est à un conteneur par semaine sur Dakar. Ah oui, quand même, ça oui. Par semaine. Et aujourd'hui, on est à un conteneur tous les 15 jours. Mais qu'est-ce que les gens, alors je ne sais pas est-ce que normalement ils doivent te déclarer ce qu'ils mettent dans leur conteneur. Qu'est-ce que les gens envoient souvent en Afrique? Toi qui transportes. Bon, nous, on a deux types de clients. On a des professionnels. Oui. Ça peut être dans le bâtiment, dans l'événementiel, dans la mode, des cartons de vêtements, des chaussures. Mais le plus de nos clients, c'est des particuliers. Des particuliers qui font du groupage aussi sur Moroni, sur Cameroun, sur Abidjan. Mais qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient des... Bon, pour ceux Moi c'est qui... ça ce qui m'intéresse. Quelle est la marchandise qui part le plus? Le plus, c'est des effets personnels. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils appellent l'effet Toute- personnel? toute Des voitures, des maisons, distance, en fait, des meubles? on va prendre un exemple. Oui. Quelqu'un qui veut faire du groupage, il va avoir des flyers et il va envoyer des flyers au niveau de sa communauté. Donc, ces gens-là vont le contacter pour envoyer des canapés, des chaises, des téléviseurs. Ça, c'est un groupeur et qui passe par nous en tant que commissionnaire de transport pour positionner un conteneur complet. D'accord. Mais on a aussi des professionnels qui peuvent envoyer du matériel Du matériel. de tout type, hein, Ok. de tout type. Même Ok. des produits dangereux, on sait faire. Très bien. Même du frigorifique, il y a des gens qui envoient des patates, je sais pas, en île Maurice, ça aussi on sait faire. Non, mais franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ok, ok. Bah, écoute, moi, la première fois que tu m'as arrêté, parce que je le précise, on s'est rencontré à un de mes événements. Tu étais venu en formation à un de mes événements. Et j'avais été très touché par ton histoire. De toute façon, elle est très touchante, hein, de savoir que tu revenais d'aussi loin.
Et c'est quand même bien parce que je pense que tu as toujours été dans ton parcours quelqu'un de motivé quand même. Parce que ce soit au niveau de ton BTS, au niveau de l'accident, au niveau de te relever, enfin de te relever et de repartir à l'école. Parce que ça, c'est très difficile. Hein. Quand on a vécu à la maison pendant X nombre d'années, repartir à l'école pour faire des cours sur les bancs, c'est très difficile. Et pourtant, tu as refait ça, tu as eu ton master, tu as décidé de créer ta propre structure. Et aujourd'hui, ça marche. Tu emploies des gens. Non, franchement, moi, je suis très admiratif de ton parcours. C'est très, très bien. Et j'espère que Louise Transport va continuer de grandir et que les clients bandits, voyous vont foutre le camp de ton business et que j'espère que cette interview va te mettre aussi en relation avec des gens qui vont faire du transport avec toi pour te donner de continuer d'avoir de la visibilité. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure. Un conseil peut-être pour notamment les dames, oui. Oui. Les dames qui peut-être hésitent parce que tu sais, parfois les femmes disent ouais, moi j'ai déjà un enfant, j'ai déjà 2 enfants, je peux plus me lancer, ou alors il y a ma famille. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont ce genre de, je sais pas si c'est des prétextes ou des excuses, mais qui donnent ce genre d'arguments? Moi, je pense que l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Que ça soit homme ou femme, moi, c'est pareil. Moi, j'ai jamais eu un seul doute sur comment ça va se passer. C'est vrai que c'est pas facile. C'est très prenant, c'est très stressant. Mais quand on a la volonté, on peut y arriver. Et surtout en France. En France, il y a des aides, il y a des accompagnements. Et après, il faut juste faire ce qui nous plaît, ce que tu as envie de faire. Moi, je ne vois pas le temps passer. Je ne vois pas le temps passer. C'est une passion, plus que tout. Et tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde, il faut juste trouver l'idée phare, quoi. L'idée qui te permet de travailler sans sentir... Ouais, donc, Mais il y a des inconvénients quand même. Hein. On n'est pas tout le temps à la maison. Moi, je sais que je travaille 24/24. Et depuis 2012, je ne suis pas allée en vacances avec mes enfants. depuis 2012. Depuis 2012. Je ne suis pas allée en vacances. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais Oui, bon, parce que pendant que c'est l'été, c'est une phase ça, où toi tout tu as le beaucoup monde de boulot. part. Ouais. Ouais. Et c'est le moment où oui, on a beaucoup d'envois. Et puis, comme c'est mon entreprise, je ne veux pas prendre le risque de... Je suis trop attachée à l'entreprise. Du coup, quand je pars, c'est comme si je laissais... c'est pas que je n'ai pas confiance au personnel, hein, mais c'est pas évident. Il va falloir que tu apprennes à lâcher prise quand même. Hein. Exactement. Parce que plus ça va grandir, plus ça va être difficile Ouais. de faire, de toujours être là présente tout le temps. Et ça va devenir même une petite prison. Tout à fait. Faut que tu apprennes à lâcher prise. C'est ça. Ok, donc mesdames et messieurs, lancez-vous. Lancez-vous, croyez en vos rêves. Louise revient de très loin. Je pense que très peu de personnes sur cette planète, je dis bien sur cette planète, ont vécu ce qu'elle a vécu, ont vécu le 10e de ce qu'elle a vécu. Et pourtant, elle est là aujourd'hui, elle a une magnifique famille, elle a une entreprise, elle se porte bien, elle est pleine de projets, pleine d'ambitions. Pourquoi vous vous plaignez? Non, mais j'aime souvent, moi j'aime beaucoup les histoires comme la tienne parce qu'elles nous rappellent qu'en fait, on n'a pas de vrais problèmes. Non. C'est-à-dire, quand tu vois pourquoi est-ce que les gens se plaignent et pourquoi est-ce que les gens sont abattus dans la vie, moi j'aime bien qu'ils entendent ce genre d'histoire pour réaliser qu'il faut qu'ils arrêtent de se plaindre parce que ce qu'ils vivent là, ce ne sont pas des problèmes. C'est rien, c'est peanut, c'est inexistant. Tout à fait. Quand vous avez des gens comme ça qui sont passés à 2 doigts de la tétraplégie définitive et qui sont là aujourd'hui avec le sourire à nous parler de ce qu'ils ont continué de faire, je veux dire, à côté d'elle, moi, j'ai pas de problème, quoi. Le fait d'avoir, je sais pas, moi, un client avec qui ça se passe pas bien, ou un fournisseur, ou même de se tromper dans un business, de mal négocier quelque chose, c'est inexistant quand quand on a ce genre d'histoire. Et franchement, merci beaucoup. Comme d'habitude, dimanche, normalement, tu seras en direct avec nous pour répondre aux questions. D'accord. Oui, dimanche, il faudra que tu trouves un moment. Peut-être a priori, en après-midi, vers 16h. D'accord. Si ça ne te va pas, tu me diras et on va réajuster. Mais dimanche après-midi, généralement, je propose une interview comme ça pour que les gens qui vont voir cette interview, qui vont être certainement touchés, puissent te poser aussi des questions, puissent peut-être sur le transport, parce qu'il y a beaucoup de gens les gens aiment beaucoup le business du transport. Beaucoup, beaucoup.
Et je pense que les gens vont te poser beaucoup de questions dessus, comment on fait pour faire ci, pour faire ça. D'accord. Et je pense que tu vas certainement faire bénéficier de ton expertise et de ton expérience à pas mal de personnes. D'accord. Merci encore, Louise. Mais merci, Philippe. Et je te dis à dimanche. Ça marche, à dimanche. Ciao. Merci beaucoup.